je vais sortir un peu du quotidien pour vous emmener vers 2050, pour respirer un petit peu, voir un petit peu loin. Et après, je ramènerai un petit peu sur Terre et dans le présent, et je ferai la vision de la sobriété par l'ADEME, qui est une des visions. On l'a vu, sobriété peut englober plusieurs définitions, plusieurs façons. L'ADEME présente la sienne. Donc, sur l'exercice de prospective que l'on a fait, qui s'appelle Transition 2050, en fait, on avait deux objectifs, donc le temps que les diapos passent. On avait un premier objectif qui était un objectif pédagogique, donc vous pouvez passer à la diapo suivante. Un objectif pédagogique qui était de montrer en fait ce que signifiait concrètement un chemin vers la neutralité carbone. On voit bien, enfin, la neutralité carbone, c'est j'absorbe autant de CO2 que j'émets de gaz à effet de serre. On voit le principe mathématique, et fondamentalement, ça veut dire quoi pour une société? Et donc, on a voulu traduire en fait ce chemin vers la neutralité carbone en 2050, lié à notre engagement dans le cadre de l'accord de Paris et puis des lois qui ont suivi. Voilà, et montrer ce que ça pouvait donner. Et puis, le deuxième objectif qu'on avait, c'était de mettre sur la table un certain nombre d'éléments les plus factuels possibles dans le cadre de la campagne présidentielle, au cas où la campagne présidentielle s'intéresserait à l'environnement et plus particulièrement à 2050. Ça n'a pas été le cas, et bon, c'est pas très grave, puisqu'en fait, cet exercice ne s'adresse pas qu'au futur président de la République, et bien à tout le monde, les décideurs politiques, tous les décideurs économiques, et puis tous les citoyens qui nous suivent. Et donc, l'originalité, parce qu'effectivement, il y a eu d'autres travaux, hein, on a parlé de Négawatt tout à l'heure, qui a donc sorti aussi ce scénario fin 2021. Il y a le Shift Project, le think tank qui est poussé par Politis, qui a également sorti des scénarios. Et puis, il y a RTE qui a aussi sorti des scénarios, et là, à la demande du ministère, dans le cadre du renouvellement de la stratégie nationale bas-carbone. Donc nous, donc il y a 4 scénarios qui correspondent à 4 visions de la société, 4 niveaux de demande, vous allez voir, en énergie, en métaux, en eau, etc. Et on s'est basé sur les 4 grands archétypes que le GIEC avait sorti en octobre 2018. C'est ces 4 courbes là qui étaient sur une même page et qui en fait donnaient des trajectoires en fonction de l'absorption plus ou moins importante du CO2 par des puits naturels ou par des puits technologiques. C'est une exhaustivité, c'est-à-dire on prend en compte vraiment l'ensemble des besoins énergétiques. On est parti des secteurs de la demande en énergie. On a regardé comment on pouvait apporter cette énergie dans le cadre de la société dans laquelle on était. Donc il y a, vous allez voir, on a des sociétés différentes et donc les solutions sont pas forcément les mêmes pour rester dans l'esprit. Il y a de fait une très forte interdépendance par les secteurs, un vrai maillage, on a plusieurs millions de données. Et il y a une vingtaine de modèles qui ont tourné, donc c'est des solidarités extrêmement fortes. Une comparaison multicritère, vous allez le voir, et notamment avec les impacts macroéconomiques. Et puis voilà, c'est un long travail collaboratif. Alors c'est des choix de l'ADEME, pour autant, on a eu pas mal d'échanges avec l'extérieur. Dans la diapo suivante, vous avez encore. Donc ça, c'est la présentation un petit peu figée des 4 scénarios. Donc génération frugale, coopération territoriale, technologie verte et pari réparateur. Et vous avez les 7 mots-clés qui représentent un petit peu chacun des scénarios. Donc vous voyez le mot low-tech dans le 1, par exemple. Voilà. Ils sont pas tous sur le même niveau parce qu'ils ont effectivement des caractéristiques différentes. Et normalement, il y a le lien avec une vidéo qui doit présenter les 4 scénarios. Et donc, bien avoir en tête, bien sûr, on a fait des calculs énergétiques, mais c'est d'abord et avant tout des récits. On a d'abord travaillé sur les récits de chacun des scénarios pour ensuite passer à la phase chiffrée et de calcul. Donc, on se situe bien dans des sociétés complètement différentes. Si vous avez un peu en tête les 4 scénarios, pour la faire un petit peu courte, le premier scénario, on est dans une société où très rapidement, on met en œuvre des contraintes, notamment réglementaires, ou peut-être de quotas, comme ça a été expliqué tout à l'heure.
pour diminuer très fortement la consommation d'énergie, de matière, de biens et de services en général. Et puis, sur les 30 ans, évidemment, ensuite se mettent en place des investissements pour les économies d'énergie, notamment dans le bâtiment. Vous allez le voir tout à l'heure sur des graphiques, hein, on rénove massivement dans le scénario 1. Et puis, également, de mise en œuvre d'équipements de production d'énergie renouvelable, diverses et variées. Dans le scénario 2, c'est un peu la même chose, sauf qu'on ne met pas de contraintes très fortes au début et progressivement, on compte sur la culturation, la compréhension et le fait qu'il y a un engagement qui est un petit peu plus volontaire et un peu moins contraint. Il y a la contrainte, évidemment, qui fait qu'en fait, vous allez voir, on aboutit à peu près aux mêmes consommations d'énergie, mais avec une temporalité et un rythme un petit peu différent. Dans le 3, on change, donc on va dire que c'est deux scénarios assez sobres dans leur acception, et des sociétés assez sobres où on a une assez faible consommation de biens et de services, donc une diminution des impacts sur l'environnement, pas simplement sur la partie énergie. Et bien sûr, sur l'énergie, on décarbone, mais ça c'est dans les 4 scénarios. Dans le scénario 3, on est plus dans la continuité d'aujourd'hui. Voilà, une société où on essaie à la fois de trouver un espèce d'équilibre entre des contraintes, mais sans trop modifier les modes de vie. Et puis de 4, on se lâche, on y va, on fait un petit peu comme on veut, on consomme ce qu'on veut. C'est hyper technologique, il y a de l'intelligence artificielle partout, il y a des drones qui livrent nos t-shirts et nos pantalons en 2 heures. Voilà. La différence en termes de neutralité, c'est que dans les 2 premiers, on atteint la neutralité carbone quasiment qu'avec des flux naturels. Ici, c'est les forêts et les sols. On n'a pas intégré les océans dans nos modèles, mais l'océan est aussi un flux de carbone. Et puis dans les 2 autres, on a besoin de captage et de stockage de CO2 avec 2 technologies. Soit on capte le CO2 à la sortie des usines, ce soit des usines industrielles, que ce soit des chaufferies biomasse pour stocker le CO2. Soit, en fait, on développe des technologies qui aujourd'hui sont des technologies uniquement à l'état de pilote de recherche. Il y en a 2 dans le monde, qu'on appelle les DAX, c'est-à-dire en fait, on absorbe le CO2 directement dans l'air. Donc c'est une espèce de grand mur avec des gros ventilateurs et on récupère le CO2 et on stocke ça dans des zones géologiques profondes. Du coup, on va passer à la diapo suivante pour avancer. Pas prendre trop de retard. De toute façon, vous pourrez voir la vidéo sur le site internet que je vous indiquerai à la fin. Elle dure 4 minutes. C'est en motion capture, tout ça. C'est très bien fait. Quelques éléments donc sur comment ça se traduit fait en chiffres. Eh bien, vous le voyez, en matière de demande finale énergétique, vous voyez que dans les 4 scénarios, on reste en dessous de la demande énergétique d'aujourd'hui, ce qui veut dire que c'est possible. Hein, on peut avoir une société qui continue à progresser, et tout, mais qui réduit sa demande. Vous voyez que les 2 premiers, on est à peu près à la moitié de ce qu'on consommait en 2015, et ensuite on augmente, avec une évolution évidemment très forte. Alors les couleurs sont pas terribles, mais vous avez en 2015, vous avez le fond, donc c'est la partie charbon, puis au-dessus vous avez un espèce de violet un peu plus clair, ce sont les combustibles liquides, donc les transports évidemment dans les 4 scénarios, l'usage du pétrole en matière de transport diminue au profit de l'électricité, on va grossir. Et puis vous voyez que dans la demande d'électricité, c'est un peu pareil, on a les 2 premiers scénarios où on est plus ou moins autour de la consommation d'aujourd'hui. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on peut augmenter la part d'électricité, parce que c'est le cas, hein, notamment dans les transports et dans le bâtiment, mais on n'est pas obligé d'augmenter la consommation d'électricité. On entend souvent ça, on va développer l'électromobilité, donc on va avoir besoin de plus d'électricité. Non, pas forcément. On peut aussi diminuer sa consommation d'électricité. On peut aussi avoir des moteurs qui sont moins gourmands en électricité. Et de fait, on peut arriver à augmenter la part de l'électricité sans forcément augmenter la consommation. Évidemment, dans les autres, c'est beaucoup plus important. Et dans le dernier, dans le 4, juste, vous voyez pas bien, mais les fameux DAX, les gros aspirateurs à CO2, c'est 6 à 7% de l'électricité du scénario 4. Dans le diaporama, dans la diapo suivante. Alors ici, c'est juste pour vous montrer donc l'évolution de la consommation finale d'énergie depuis 2015. Voilà. Et donc vous voyez jusqu'en 2021,
c'est la consommation réelle. Et puis ensuite, c'est les projections. Donc tout en haut, c'est une poursuite de l'historique 2011-2015. On est à peu près à moins 0,5% par an. Dans nos scénarios 1 et 2, on est à peu près à moins 2,5% par an. Et vous voyez que l'objectif du gouvernement, c'est moins 10, c'est-à-dire c'est 2 fois nos scénarios les plus sobres, et c'est 2 fois ce qui s'est passé entre 2019 et 2020. Voilà. Autre slide. Donc nos scénarios, ils posent 5 questions, 5 problématiques. Pour en ajouter une 6e d'ailleurs qui n'est pas là, c'est sur l'eau et notamment la sobriété. Je vais le développer. Jusqu'où on peut aller. Le problème des puits de carbone et comment on trouve l'équilibre entre la consommation de biomasse et notamment de forêt, parce qu'évidemment, si on veut décarboner, c'est vrai que le bois en particulier, c'est intéressant, mais les forêts, c'est aussi des puits de carbone, c'est aussi des éléments de filtration d'eau, ce sont des réservoirs de biodiversité, et comment on arrive à trouver cet équilibre-là. Le régime alimentaire, je vais en parler. Le régime alimentaire en France, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on ne travaille pas là-dessus, ben, on reporte tout sur les autres. Donc, c'est au choix. Et puis, vous allez voir sur bâtiments et industrie, je vais le développer. On passe à la suivante. Voilà. Alors, la sobriété, l'orateur précédent en a beaucoup parlé. Je vais revenir à quelque chose qui va paraître un petit peu plus peut-être technique et beaucoup moins sociologique, quoique on n'est pas non plus en dehors de ces aspects-là. Donc, sur la sobriété, la diapo suivante. Donc on l'a vu, hein, d'une façon générale, il y a plein de définitions de sobriété, on l'a très bien vu tout à l'heure, et c'est associé à une diminution, voire à une abstinence, hein, on l'a vu, quels que soient les moyens, les motivations, etc. Et pour nous, c'est d'abord et avant tout un questionnement sur les modes de vie, sur la consommation, de façon à maîtriser la demande de biens et de services. J'insiste, de biens et de services, c'est très général, et donc la consommation de ressources, qu'elles soient directes ou indirectes, et au plus près des besoins. Ce qui veut dire que ça pose la question de la définition des besoins qui peut être très différente d'un individu à l'autre, d'une société à l'autre. Il faut le distinguer de l'efficacité par la technique. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la partie technique. Je peux très bien diminuer ma quantité d'énergie, mais sans modifier mes modes de vie. Je sais pas, j'ai un mode de chauffage qui va consommer mon électricité, point. Et puis de la contrainte, c'est la réglementation. On m'oblige à rouler à 110 km/h sur l'autoroute. Ça me plaît pas. Je vais faire des économies d'énergie, c'est de la contrainte. Alors, ça peut être vu de la sobriété au sens général, mais c'est pas moi qui choisis. Et puis, il faut distinguer de la précarité ou de la pauvreté, parce que les gens qui sont en précarité, en pauvreté, ils n'atteignent pas leurs besoins de base, se nourrir, se loger, s'éduquer, se soigner, etc. Et eux auront peut-être besoin de consommer plus d'énergie et de matière, alors que les 80% autres, eux, auront plutôt tendance à devoir diminuer. Et donc, il y a une définition voilà, qui existe de l'ADEME, c'est la slide suivante, on met sur la table, on retrouve ce que je vous ai dit. Donc, dans un contexte où les ressources naturelles sont limitées, la sobriété consiste à nous questionner sur nos besoins et les satisfaire en limitant leurs impacts sur l'environnement. Elle doit nous conduire à faire évoluer nos modes de production et de consommation, et plus globalement nos modes de vie à l'échelle individuelle et collective. J'insiste, ça a été dit d'ailleurs par le président en introduction. La sobriété, c'est pas qu'une démarche individuelle, ça doit être aussi dans un cadre collectif. Si vous voulez faire du vélo pour aller à votre travail, mais qu'il n'y a rien en infrastructure pour faire du vélo un peu sécurisé, bah, vous inciterez pas les gens à faire. Autre slide. Voilà. Alors, un exemple à titre individuel, limitation de vitesse. Je vous l'ai dit, c'est la contrainte, je suis obligé d'y aller. Le deuxième, c'est l'efficacité, c'est-à-dire que je vais acheter un véhicule qui consomme moins par rapport à mon véhicule actuel ou un véhicule électrique, par exemple. Et puis, le dernier, la sobriété, en fait, je vais changer mes déplacements, je vais réduire mon déplacement en voiture individuelle, donc du télétravail, du report modal, du covoiturage, etc. Donc, on distingue bien la contrainte, l'efficacité et la sobriété en ce qui concerne l'ADEME. Slide suivante. Alors, la sobriété dans notre exercice, slide suivante. Donc là, c'est une liste, quand vous reprendrez les slides, vous verrez un petit peu. Je vais juste vous montrer quelques graphiques qui illustrent ces chiffres-là. Slide suivante. Voilà, top. Ici, vous avez, pour le bâtiment, par exemple, donc c'est l'impact de nos scénarios au quotidien. Vous voyez que la surface habitable évolue relativement peu d'un scénario à l'autre.
par rapport à, vous avez toujours le 1 qui est l'année de référence et qui vous permet de voir si c'est égal, si ça multiplie par 2 ou si ça divise par 2. Et puis vous voyez que l'énergie dans les logements, ça rejoint globalement la demande énergétique, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des logements qui consomment moins d'énergie que ceux d'aujourd'hui. Dans le graphique suivant, voilà. Alors je suis désolé, le titre a disparu. En fait, ça c'est la consommation de viande. Et vous voyez que dans le scénario 1, on consomme 30% en viande de ce qu'on consommait aujourd'hui, et c'est essentiellement une diminution bovin et porcin, c'est assez important pour la région, notamment l'élevage bovin. Ça veut dire, et puis vous voyez la moitié dans le scénario 2, moins 30% et moins 10% dans le 3 et le 4. Ça veut dire aussi que c'est une transformation complète à la fois de l'agriculture, le 1 et 2, on est beaucoup en agriculture bio à bas niveau d'intrants, et puis on va vers le 4, et puis on revient à plus d'une agriculture intensive. Mais ça veut dire aussi que l'aval va changer. Si on consomme 70% de viande en moins, ça veut dire qu'il y a des abattoirs qui vont fermer. Ça veut dire que les industries agroalimentaires qui sont derrière vont devoir aussi s'adapter. Autre impact sur le quotidien, voilà, ça c'est la consommation alors d'eau d'irrigation, vous voyez plutôt en noir. Et là aussi, vous voyez que dans le scénario 4, on consomme 30% d'eau d'irrigation en plus. Or, l'eau va être le problème majeur de nos sociétés dans les années qui arrivent. C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que, du coup, on aura suffisamment d'eau et avec quelle qualité? Et vous voyez que sur les surfaces artificialisées, on augmente. Et si on passe à la slide suivante, vous allez voir qu'est-ce que ça signifie. Ça signifie qu'en 2050, par rapport au zéro artificialisation nette, une obligation légale, vous voyez que dans le scénario 3, en 2050, il faut trouver l'équivalent de la surface de Paris à désartificialiser. Et dans le scénario 4, c'est 2 fois la surface de Paris. On voyait que les impacts ne sont pas complètement négligeables sur cette partie-là. Puis on continue. Ici, c'est juste sur le secteur de la construction. Donc là aussi, vous voyez, scénario 1 et 2, en gros, c'est 1/3 de construction neuve parce qu'on rénove beaucoup. Ça veut dire que c'est une transformation complète de l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur de la construction depuis l'extraction des matériaux jusqu'à la maintenance des équipements. Et vous voyez que, du coup, on a une industrie qui va produire moins de 37% de matière en moins pour la construction. Et donc, c'est quoi l'équilibre économique de l'industrie de la construction? Et puis, vous avez la même chose sur l'industrie en général dans la slide suivante. Voilà. Vous voyez une industrie qui produit moins de 38%, moins 26%. C'est quoi le modèle économique industriel français à partir du moment où en volume, pas en valeur, en volume, on produit moins? Ensuite, slide suivante. Voilà. Ici, vous avez juste les émissions cumulées des 4 scénarios et vous voyez que s'ils atteignent tous la neutralité carbone, le scénario 4 produit 2 milliards, un peu plus de 2 milliards de tonnes d'équivalent CO2 en plus sur les 30 ans, ce qui correspond à peu près à 5 années d'émissions 2019. Donc, c'est un accroissement de l'effet de serre. Sur la suite, voilà. Ici, sans le commenter, c'est assez simple. Ici, on a fait donc un calcul d'évolution du PIB dans les 4 scénarios, alors avec un modèle néo-keynésien, s'il y a quelques économistes ici, donc rien de très révolutionnaire. Et vous voyez qu'il n'y a aucun scénario décroissant au sens du PIB qui diminuerait. Ils sont tous croissants avec malgré tout, effectivement, un scénario 1 qui est moins intéressant que les autres. Les autres se tiennent par la barbichette, franchement, vu le niveau de précision du travail. Ce qui veut dire qu'en fait, le PIB ou l'évolution et la macroéconomie ne sera pas un élément de décision dans le cadre des scénarios. Si on continue, je termine. Alors, c'est juste pour vous montrer que le GIEC, dans son rapport d'avril de cette année, a également parlé de la sobriété et également indiqué que il va falloir donc faire des changements socioculturels et comportementaux, diminuer nos consommations, notamment d'énergie, tandis que certaines régions et certains groupes socio-économiques ont besoin d'énergie et de ressources supplémentaires. Voilà, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Là, on parle en français moyen, mais il y a bien ceux qui n'atteignent pas leurs besoins de base et qui ont besoin de consommer plus, et ceux qui vont devoir faire un peu plus d'évolution. Autre slide. Voilà encore. Et puis donc les points que soulève la sobriété, selon nous, d'une façon générale, elle interroge toute la chaîne de valeur économique, moins 38% de volume en moins dans l'industrie, 1/3 de construction neuve en moins. C'est quoi le modèle économique? Et on voit bien que notamment, ça rejoint la dynamique autour de l'économie circulaire.
et on peut transformer du volume en valeur et passer, par exemple, à l'économie de la fonctionnalité. Elle entraîne des bouleversements extrêmement forts à titre collectif et individuel. Hein. Pour vous dire, dans le scénario 1, par exemple, on met en service en 2050 2 fois moins de voitures qu'aujourd'hui. Donc là aussi, toute la chaîne de valeur de l'industrie automobile est consommée. Et comment on accompagne ces transformations? Un changement, c'est une prise de risque. On n'aime pas le changement parce que même si on dit on va vers du mieux, il y a un entre-deux compliqué avec forcément plein d'interrogations. Et nous-mêmes, on peut pas vous dire que le chemin va être droit et sans problème. On ne sait pas, peut-être trouver des montées, descendre, des trous, il va peut-être falloir contourner. On connaît pas tout, mais globalement, on sait qu'a priori, on va vers du mieux. Que ça pose la question des représentations. Hein, ça a été très bien expliqué. Pourquoi moi je veux montrer que je suis riche ou pourquoi en tant que pauvre j'ai envie effectivement de montrer que je suis pas si pauvre que ça et que je peux m'acheter un téléphone qui va me coûter 3 mois de salaire, etc. Et donc comment on passe d'une société qui est plutôt une société de plus en plus individualiste à une priorité au collectif, au temps long, à la tempérance. Et comment faire évoluer ces représentations? C'est une grande question que vous allez résoudre cet après-midi de ce que j'ai compris. Ou à peu près, enfin pas loin, on ne serait pas loin. Voilà. Et dernier, c'est dommage parce que non, ça serait le dernier, ça serait bien. Il y a un site, donc transition2050.edem.fr. Vous allez retrouver tous les documents. Il y a 1700 pages à lire, donc si vous avez des insomnies, rassurez-vous, vous avez quelques nuits, vous allez pouvoir, voilà, vous retrouver la vidéo, des infographies, du podcast, voilà, des choses diverses et variées sur ce sujet-là. Merci de votre attention.